Avant Game of Thrones, avec ses assassinats, ses traîtrises, ses conflits dynastiques et ses plans au sein des plans, il y avait Dune. Ce roman de Frank Herbert, paru en 1965, vous est peut-être plus familier dû à son adaptation cinématographique de 1984, signée David Lynch, et mettant en vedette Kyle MacLachlan, Sting et Patrick Stewart, entre autres. Sachez que depuis mars 2019, une nouvelle adaptation du roman a commencé à être tournée avec le réalisateur québécois et chevronné en science-fiction, Denis Villeneuve aux commandes. Le casting, d'ailleurs, pour cette nouvelle adaptation est fort impressionnant et comprend l'acteur français Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, Josh Brolin dans le rôle de Gurney Halleck, Jason Momoa dans le rôle de Duncan Idaho, Dave Bautista dans le rôle de Glossu Raban, Oscar Isaac dans le rôle du duc Leto, Stellan Skarsgård dans le rôle du baron Harkonnen, Javier Bardem dans le rôle de Stilgar, Charlotte Rampling dans le rôle de la révérende mère Mohiam et Rebecca Ferguson dans le rôle de la dame Jessica. Comme les deux films sont basés sur une interprétation d'un bouquin très complexe, il y a lieu de se demander quelles seront les différences entre le Dune de Lynch et celui de Villeneuve. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 5 choses à prévoir de différents dans le nouveau film de Dune. Attention! Cette vidéo contient vraiment beaucoup de spoilers importants. Il est vraiment fortement conseillé d'avoir lu le livre avant de voir celle-ci. Sinon, vous allez avoir des grosses surprises un peu ruinées si celle-ci se concrétise dans la version de 2020 de Villeneuve. Vous êtes avertis. Bonne écoute! A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. La version de David Lynch de Dune continue de diviser les cinéphiles et les fans de l'univers. C'est une œuvre avec de grandes forces, notamment ses décors et ses costumes. Mais il y a aussi de grandes faiblesses, entre autres un scénario extrêmement difficile à suivre pour un auditoire qui ne connaît pas vraiment le livre. Et pour les fans de l'œuvre littéraire, il y a beaucoup d'éléments différents et carrément absents dans le film. Il y a aussi certains éléments qui sont au contraire des ajouts du réalisateur lui-même. Tout cela contribue à diviser les gens sur l'héritage de ce film et qui fera en sorte de prévoir d'importantes différences entre le Dune de 1984 et celui de 2020. Sans plus tarder, voici une liste de 5 choses que je prévois qui pourront être différentes entre les deux films. D'abord et avant tout, mention honorable à des ajouts issus directement de l'imagination, dis-je, fertile de David Lynch lui-même et qui, assurément, ne seront pas dans la version de Villeneuve. On peut penser donc à dire bye-bye aux Heartplugs. On peut dire aussi bye-bye au canin royal. On peut aussi dire bye-bye au chat et son poison. Et, malheureusement, on va devoir dire au revoir au sous-vêtement ailé de Sting. Numéro 5. Le premier enfant de Paul et de Chani. Avant même la naissance des jumeaux Leto et Ganima dans le deuxième livre de la série, Paul et Chani ont un premier enfant, aussi nommé Leto. Il sera assassiné par Glossu Raban, le neveu du baron, lors d'un raid de Sardaukar, les soldats impériaux, sur un siege Fremen. Ça va encore plus convaincre Paul de devoir prendre sa revanche sur la maison Harkonnen et sur l'empereur lui-même, et ça va culminer à la défaite de ces derniers lors de la bataille d'Arrakeen. Cet élément est complètement absent de l'adaptation de 1984, mais on la retrouve par contre dans la mini-série qui a été produite par la chaîne Sci-Fi en 2000. C'est un élément qui, selon moi, pourrait apporter une
quelque chose de supplémentaire au niveau du drame à l'histoire, même si cela est au final l'assassinat d'un bambin, donc c'est toujours un peu risqué de représenter quelque chose d'aussi dramatique à l'écran. Mais dans l'histoire, c'est une motivation supplémentaire importante pour le personnage principal dans sa quête. Il se peut donc que l'on retrouve cela dans le film de Villeneuve. What if? What is it? Our son is dead. Numéro 4. Le comte Fenring et sa femme. Le comte Fenring et sa femme sont des membres influents de l'Imperium, mais agissent en grande partie en coulisses. Fenring, pour sa part, c'est un espèce de Kwisatz Haderach manqué, donc un surêtre qui devait être un surêtre, mais qui ne l'est pas. Il possède quand même certaines habiletés, mais pas l'ensemble des habiletés qu'un Kwisatz Haderach devrait posséder. C'est aussi le seul ami et confident de l'empereur Shaddam. Il a donc beaucoup d'influence. Sa femme, elle, est Bene Gesserit, et les deux seront à leur façon des alliés inattendus des Atreides. Il est facile de comprendre pourquoi ces personnages ont été coupés du scénario de Lynch. Leur présence peut venir alourdir un scénario qui est déjà assez complexe. Mais pourtant, les introduire aiderait aussi beaucoup à démontrer encore plus les jeux de coulisses qu'on retrouve dans cet univers. Mais il faudrait voir, car cela nécessiterait de l'agilité au niveau de la scénarisation et de la réalisation, faute de temps surtout. Donc, c'est une chose, ça, que la mini-série a pu faire grâce au facteur temps. Ils avaient ce luxe. C'est pour ça que le personnage de Fenring et sa femme y sont. Mais, comme Denis Villeneuve a divisé le premier livre de Dune en 2 longs métrages, sans m'attendre nécessairement à voir les Fenring, c'est possible, selon moi, que leur présence y soit. Tout simplement parce qu'on va avoir un petit peu plus de temps que si on condensait l'ensemble du premier livre dans un seul long métrage comme Lynch a dû faire en 1984. Numéro 3, l'art étrange et les modules étranges. Les modules étranges, ce sont ces armes utilisant les sons pour foudroyer leur cible. Eh bien, ça ne fait pas du tout partie de la littérature de Dune. C'est vraiment un effet post-Star Wars d'après moi, et surtout la vision de Lynch, qui en sont les résultats de leur apparition dans le film de 1984. Ce qui devait s'y trouver plutôt, c'est ce qu'on appelle l'art étrange. C'est une forme d'art martial qui utilise le concept de prédire d'avance les coups de l'adversaire ainsi que celui de l'utilisateur de l'art lui-même, tout en utilisant un maximum de muscles dans son corps. Et ça permet de multiplier la puissance et la vitesse de l'utilisateur de l'art martial qui est, au final, l'art étrange. Lynch, lui, eh bien, ça a été rapporté qu'il a dit qu'il ne voulait pas de ninja dans le désert. Bon. J'aime bien le module étrange du film de 1984. Et l'utilisation des sons, c'est cool. On va l'admettre. Mais, à l'inverse, ce que ça l'empêche de faire, c'est de voir l'art étrange elle-même et voir aussi les vrais Fremen qui sont vraiment des combattants féroces. D'ailleurs, les Sardaukar, suite à un raid sur un siege, vont déclarer que même les femmes se battent farouchement et d'avoir pris le siege a été très, très, très difficile. Ça l'empêche aussi de pouvoir voir les prouesses des Bene Gesserit au combat. C'est la technique de combat qu'elles utilisent et elles sont donc de redoutables guerrières lorsque la situation en vient à ce qu'elles doivent se battre. Donc, je m'attends personnellement à voir ce genre de combat dans le film de Villeneuve, tout simplement parce qu'avec les techniques d'aujourd'hui, ça risque de donner vraiment d'excellentes scènes de combat, soit à main nue avec les lames, comme dans le livre au final. Et c'est aussi des éléments très importants de l'histoire du livre. Donc, ce serait pertinent de l'inclure l'art étrange dans le film de 2020. Numéro 2, la pluie à la fin du film. Ouf, cette fin dans le film de 1984, très spectaculaire certes. Paul a des pouvoirs de Dieu qui lui permettent de faire tomber de la pluie pour la première fois sur Arrakis. Cette fin, ben, c'est un peu de la pure folie, tant qu'à moi. Bon, avant de lire le livre, je l'aimais bien, mais après avoir lu le livre de multiples fois, je me suis dit que ça n'a juste pas de bon sens. D'une part,
Ça tuerait les vers géants, car l'eau tue les vers. Pas de vers, pas d'épices. Faut pas oublier cette équation très importante. Ça bousillerait aussi tous les plans écologiques du représentant des Fremen et de l'Empire, Lietkynes. Et donc, tout ça avait été soigneusement préparé pour que les changements se produisent tranquillement et non de façon soudaine. Évidemment, de la pluie, ça l'emmènerait, ces plans-là, à être trop brusquement amenés. De plus, Paul n'est pas un dieu. C'est un humain avec des super pouvoirs de préscience. C'est pas la même chose. Donc, ça me surprendrait beaucoup que cette fin soit au menu du film de 2020. Numéro 1, les liens de parenté entre Atréides et Harkonnen. Attention, gros spoiler ici, si vous avez jamais lu le livre et que vous voulez voir le film de 2020, arrêtez ici. Je vais vous pardonner parce que je vais révéler quand même un élément super important de l'histoire qui n'est pas du tout dans le film de 1984 et qui donc, si vous avez juste vu cette version-là, peut-être que ça ne vous dérange pas, mais en même temps, je vais révéler quelque chose d'important. Donc, vous êtes avertis. Toujours là? Allons-y. Donc, pour ceux qui y sont toujours, vous savez sans doute que l'on finit par savoir que le père mystérieux et énigmatique de Dame Jessica, la mère de Paul Atréides, s'avère à être le baron Harkonnen lui-même. Oui, oui, l'ennemi juré des Atréides. On peut d'ailleurs se demander d'où George Lucas a eu l'inspiration pour des histoires tordues de famille intersidérales. Disons que c'est une grosse révélation qui est absente du film de Lynch et qui joue un rôle assez important dans les 3 premiers livres de Dune. Pourtant, c'est un élément assez tordu que j'aurais pensé que David Lynch aurait adoré jouer avec. Généralement, c'est ce qu'il ferait. Peut-être avait-il l'intention d'amener cet élément-là dans les suites cancellées de son film, parce qu'il y avait 2 autres suites qui étaient prévues, qui suivaient, dans le fond, le cycle des 3 premiers livres de la série. Qui sait? Une chose est certaine, c'est que je m'attends à ce que ces éléments-là, cet élément-là soit présent dans la version de Villeneuve. Pour moi, c'est beaucoup trop gros pour être négligé. Et ça apporte évidemment un élément très intéressant à l'histoire elle-même. Donc, ça va rester à voir, mais j'ai l'impression que ça va s'y retrouver. Goodbye, grandfather. You have finally met the Atreides Gondrabar. Eh bien, c'est tout pour cette capsule. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube, notre vidéo et évidemment notre page Facebook. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Nous sommes Génération Médiatique.